Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Sport Business Africa, votre émission consacrée à l'économie et au management du sport en Afrique et dans toute la francophonie. Aujourd'hui, 3 sujets à l'ordre du jour. Issa Hayatou vers un retour à la Confédération africaine de football. On le sait, le comité exécutif de la Confédération africaine de football l'a proposé comme président d'honneur lors de l'Assemblée générale de la CAF. On en parlera dans l'actu de cette émission. Et puis ça discute racisme dans le sport. À quand la fin du match? On se souvient également, il y a quelques jours lors du match Istanbul-Başakşehir contre Paris Saint-Germain à Paris, l'entraîneur adjoint de l'Istanbul-Başakşehir, le Camerounais Pierre-Achille Webo, a été victime de propos racistes et qui a conduit à l'annulation ou du moins à la reprogrammation du match entre les deux équipes. On reviendra également dans le focus de cette émission en troisième partie pour parler du Women Afrobasket 2021. Le Cameroun sera-t-il pays organisateur? La FIBA Afrique a proposé ou du moins a sollicité le Cameroun pour organiser la compétition. Madame, Monsieur, voilà les 3 sujets à l'ordre du jour. On se retrouve juste derrière. Avec moi donc 3 invités. D'abord Franck Ghislain Onguéné qui est le producteur de cette émission. Il est également spécialiste des questions de marketing du sport. Franck Ghislain Onguéné, bonsoir et bienvenue. Salut Steve et salut à tous les téléspectateurs. Alors comment se porte aujourd'hui l'univers du marketing du sport, on va dire ça comme ça au Cameroun? Oui, l'univers du marketing du sport au Cameroun se porte plutôt bien. Il y a... Qu'est-ce qu'on vend quand les compétitions ne se jouent pas finalement? Ce qu'on vend, c'est justement la compétence. C'est-à-dire qu'il y a cette capacité-là de pouvoir se dire que même si les compétitions ne se jouent pas au stade, elles peuvent se jouer ailleurs. Il faut rappeler quand même que si le championnat professionnel ne se joue pas, il y a quand même certaines compétitions qui sont en train de progressivement reprendre, notamment le championnat féminin, qui s'est d'ailleurs adjugé un sponsor. Il y a les championnats amateurs qui vont débuter. Et après, la vie n'est pas que football. D'ailleurs, dans cette émission, on va parler basketball. Il y a le championnat de handball qui a également débuté et qui se passe plutôt bien. Et puis au niveau international, ça joue énormément. Ça joue au niveau de la Champions League africaine. Ça joue au niveau des compétitions jeunes, notamment les compétitions UNIFAC. Ça joue également dans la zone WAFU, UFOA, où le Niger abrite les compétitions jeunes. Donc, il faut dire que le continent est totalement en ébullition et donc on a toujours besoin de nos services d'une manière comme d'une autre. À défaut, on a une émission, une plateforme comme celle-ci qui promeut également le sport dans son entièreté en termes de gouvernance, en termes d'économie, en termes de marketing. Et donc, pour dire qu'on n'a pas une seule seconde de repos, on est toujours là pour les téléspectateurs et surtout pour les amoureux du sport business. Alors, un autre spécialiste donc des questions de marketing de sport, Pierre Tatou Toukoulou. Ça fait longtemps, on ne l'a pas eu sur ce plateau. Pierre Tatou, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Steve et merci pour l'invitation. Voilà, alors chaque fois on n'arrivait pas à vous avoir parce que Tatou Vibes était très bousculé. Comment se porte l'entreprise? Écoutez, l'entreprise se porte bien. Franck Ghislain Onguéné l'a assez bien dit. Il n'y a peut-être pas championnat professionnel, mais il y a d'autres activités. Ce qu'il a omis de dire aussi, c'est qu'on prend justement un peu de recul aussi pour pouvoir... je ne vais pas dire instruire, mais pour pouvoir mettre à la page les nouveaux décideurs quand il s'agit de la décentralisation, des formations. Parce que vous savez, aujourd'hui, avec la décentralisation, les acteurs locaux vont prendre beaucoup plus d'importance dans la gestion du sport à travers le marketing territorial. Donc, ça nous permet aussi de beaucoup travailler avec les élus locaux pour pouvoir leur proposer quelque chose d'assez voilà, concret. Voilà un autre qui ne dort pas, même s'il devrait, parce que les championnats n'ont pas repris, c'est le manager de Ofta de Kribi, voilà, administrateur du football. André Onana, un habitué de ce plateau, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Steve Gabin, bonsoir à ton riche panel. Alors, Ofta de Kribi, ça tarde, mais ça va reprendre. Ça va reprendre. Il faut dire que de ce côté, on n'a pas arrêté avec les activités. Il y a beaucoup d'activités qui sont en train d'être menées de ce côté-là. Malheureusement, l'activité phare qui est le championnat professionnel est en arrêt
Donc, on a le sentiment que OFTA aussi en arrêt, non? Nous travaillons, comme Franck l'a dit, hein, on s'apprête justement à prendre part au championnat amateur. Vous avez vu que la fédération, à travers ses ligues décentralisées, lance déjà des communiqués pour les reprises des championnats du côté des ligues décentralisées. Donc, nous sommes aussi concernés par cette discipline-là. Il y a aussi le foot jeune qui, d'un moment à l'autre, va reprendre son droit de citer. Nous sommes concernés et je puis vous dire aussi que nous sommes en train de mettre sur pied une équipe de football féminine. Du coup, on va se retrouver à tous les niveaux. Offre ta femme. En tout cas, elle sera la bienvenue, cette équipe. On va très rapidement attaquer avec le premier sujet de cette émission. C'est donc l'actualité. Le comité exécutif de la Confédération africaine de football a décidé donc de proposer à l'Assemblée générale de la CAF d'accorder le statut de président d'honneur de la CAF à M. Issa Hayatou, le Camerounais, éminente personnalité du football africain pour l'ensemble de son œuvre. Ce dirigeant qui aura donc prédestiné, ou du moins présidé, aux destinées de la Confédération africaine de football pendant près de 30 ans, entre 1988 et 2017. Et cette distinction salue son action au service du développement du football africain qu'il a défendu partout où il était besoin. Pouvait-on lire donc dans le communiqué voilà, publié sur le site web de la Confédération africaine de football. Quelles peuvent en être les principales motivations d'une telle décision? On le suit dans ce reportage signé André Bela. C'est officiel, l'incertitude vient de céder la place à la certitude. Le visa de la CAF est clair. Le CHAN 2021 et la CAN 2022 vont se tenir au Cameroun. C'est l'une des résolutions phares du comité exécutif de cette instance, tenu le 10 décembre 2020 au Caire en Égypte. Le comité a pris connaissance du rapport de la dernière visite d'inspection des infrastructures qui s'est déroulée en octobre dernier au pays de Paul Biya. Le Cameroun est donc prêt au regard des stades tels que Japoma, le stade omnisport Amadou Ahidjo, entièrement relooké, le complexe multisport de Limbe et le stade de Limbe prêt à accueillir les compétitions. Les stades d'entraînement, les hôtels n'ont également pas échappé au microscope de la CAF qui a jugé avec satisfaction que le Cameroun, pays hôte, est prêt à accueillir les événements sportifs à venir. À l'aisance du communiqué de l'instance festière du football africain, l'on est convaincu que même le vent impétueux transportant le coronavirus sera écarté du chemin sportif pour que le pays de Roger Mila, Samuel Eto'o ou Pierre-Achille Webo vibre au rythme du sport, le sport qui va commencer à l'aéroport avec les dépistages massifs tels qu'indiqués par les autorités camerounaises. De cette conviction, en attendant la prochaine réunion du comité exécutif de la CAF, qui se tiendra le 15 janvier 2021 à Yaoundé, veille du match d'ouverture du CHAN Total Cameroun, les citoyens croisent les doigts et les regards, espérant que les clauses ne changeront surtout pas. Donc, je le disais à l'entame de cet élément, entre autres résolutions, il y avait donc la proposition du président d'honneur en la personne de M. Issa Hayatou, le Camerounais, qui aura prédestiné, ou du moins présidé aux destinées de la Confédération africaine de football pendant près de 30 ans. Aujourd'hui, Issa Hayatou, président d'honneur de la CAF. Bonne ou mauvaise idée, Franck Gisela? Bonne idée, très très bonne idée d'ailleurs, parce qu'il faut dire que j'ai eu la chance, je remercie le Seigneur pour ça, j'ai eu la chance de travailler avec les deux derniers présidents de la CAF, notamment Issa Hayatou et Ahmad Ahmad. Et c'est clair que ce qui a été dit dans le communiqué publié par la CAF sur son site n'est que pure vérité. Il faut rappeler que lorsque Issa Hayatou prend la CAF dans les années 80, c'est une organisation, c'est une association qui n'est connue de personne et qui n'a aucune vocation. Les caisses sont totalement vides. Et en près de 20 ans, 25 ans, 30 ans, il réussit à en faire un véritable mastodonte. La CAF est très rapidement devenue la troisième organisation sportive la plus importante au monde. La troisième organisation de football la plus importante au monde après la FIFA et après l'UEFA. Donc vous voyez très rapidement sa compétition majeure, la CAN, a réussi à engranger sur un certain nombre d'éditions près de 5 milliards de téléspectateurs cumulés par édition. Et donc, ce qui a très rapidement placé la CAN au troisième rang. La compétition. Oui, la compétition au troisième rang des compétitions mondiales après la Coupe du Monde, des compétitions de football au monde, après la Coupe du Monde et après l'Euro. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, Issa Hayatou, d'ailleurs, il faut rappeler qu'on a 5 Issa Hayatou, l'Afrique
pourra à un certain moment aller compétir au niveau international. Et donc, oui, c'était une très bonne idée. Et c'était d'autant plus une bonne idée parce que son successeur, qui est Ahmad Ahmad, avait beaucoup de rancœur vis-à-vis de lui. On n'a pas compris pourquoi. D'ailleurs, il a plusieurs fois été interpellé sur la question. Il n'a pas invité Issa Hayatou pendant la CAN 2019, ce qui avait déjà été considéré par les observateurs. Résolutions qui ont été implémentées. Donc aujourd'hui, on a malheureusement, on va de procès en procès. Il y a l'histoire de Lagardère qui n'est pas complètement terminée. Et puis, il y a Tactical Skill, il y a autre et tout ça. Donc, si vous vous souvenez très bien, on n'a pas eu autant de scandales sur Issa Hayatou. Donc, finalement, est-ce que le COMEX regrette Issa Hayatou? Je ne sais pas. Ils sont mieux placés pour le dire, mais je pense que le COMEX aujourd'hui reconnaît en Issa Hayatou quelqu'un de très valeureux qui a amené le football africain à un très haut niveau. Alors, André Onana, aujourd'hui, quand on regarde cette, je ne vais pas appeler décision, mais cette volonté de la Confédération africaine de football de vouloir reconnaître justement, comme Tatou vient de le dire, Issa Hayatou, ou du moins reconnaître ce qu'il a fait pour le football africain, est-ce qu'on n'a pas l'impression ici que l'équipe qui est désormais dirigée par Constant Omari veut rapidement fermer la page sombre, si je vais qualifier ça comme ça, qu'a écrit du moins Ahmad Ahmad durant ces 4 années? Non, il faut dire que Ahmad Ahmad n'est pas encore hors jeu. Il s'est pourvu, il a été en justice. Et maintenant, nous attendons que la justice se prononce. Il a été suspendu pour une durée déterminée. Maintenant, on peut lever cette suspension. Mais ce que moi, je constate avec beaucoup de joie et beaucoup de force, c'est la prise de responsabilité de Constant Omari. Vous voyez, à peine arrivé, il a choisi vraiment de ramener la CAF au niveau où il était. Parce qu'il faut dire la vérité, après Issa Hayatou, on n'avait plus vraiment une administration solide. Et j'aime à vous le dire ici, les institutions ne valent que ce que valent les personnes qui les animent. La CAF était un scandale parce que celui qui dirigeait la CAF n'avait pas les coups des franges. Aujourd'hui, vous avez un monsieur qui est présent par intérim et qui commence à prendre des actes forts. Il commence à prendre des actes forts. Si vous n'avez pas une main mise sur votre comité exécutif, vous n'êtes pas un président. Si vous n'avez pas une main mise sur votre assemblée générale, vous n'êtes pas un président. Alors, de voir qu'aujourd'hui, le COMEX décide de porter un grand monsieur du football mondial, parce qu'on parle de ce qu'il a fait en Afrique, mais attention, il a dirigé la FIFA. Il est parti de là vraiment propre, il faut le dire. Pas de procès. Il a conduit un processus électoral qui s'est bien passé. On a eu un président et puis voilà. Une élection non contestée. Une élection non contestée. Donc moi, je salue vraiment cette résolution. Et je pense qu'il faut que ce soit inscrit dans les statuts de la CAF. Lorsqu'on reconnaît à un monsieur une certaine légitimité, quelqu'un qui a fait avancer un mouvement, ça devrait être naturel qu'on dise que, ok, après, il peut être président d'honneur, on peut avoir plusieurs présidents d'honneur dans une association, ce n'est pas interdit. Mais avoir de nouveau Issa Hayatou, c'est, pour ma part, penser que le mouvement sportif africain, le football en particulier, va renaître de ses cendres. Alors, Franck Gisela-Nguéné, comment est-ce que vous entrevoyez justement la suite de cette affaire? Est-ce que ce n'est pas une façon déjà pour Constant Omari de s'affirmer, peut-être de bien se positionner pour la prochaine échéance électorale qui arrive au niveau de la CAF? Comment est-ce qu'on va voir ça? Comment est-ce qu'on va analyser justement cette situation? Déjà, il faut dire que pour Constant Omari, intuitif personnel, ça ne sert pas à grand-chose. Du moins, ça ne sert à rien dans la mesure où il ne peut plus se présenter. Il faut rappeler que la date limite de dépôt des candidatures était fixée au 12 décembre dernier. Donc, il ne peut plus se présenter. Et ça a été un coup très bien joué par la FIFA, qui savait justement qui a réussi à faire tomber la sentence après la date limite de dépôt des candidatures, ce qui fait en sorte que personne du clan Ahmad ne peut plus aujourd'hui se présenter. Et donc la suite, elle est difficile à entrevoir parce qu'il faut rappeler quand même que ce qui va se passer après Ahmad, ou du moins après mars 2021, sera totalement du nouveau. C'est-à-dire qu'on aura une nouvelle façon de voir les choses. On aura
une nouvelle candidature, même s'il faut, soyons honnêtes de reconnaître que actuellement le favori, c'est le président Motsepe de l'Afrique du Sud. Et là, on va vers une CAF qui risque, enfin pas qui risque, mais qui va davantage s'angliciser, entre guillemets, si vous me permettez cette expression. C'est-à-dire qu'on aura une CAF qui va beaucoup plus parler English que French. Donc, ce qui fait que on a ce COSAFA-là qui va revenir véritablement aux affaires. Et donc, les francophones, à l'instar de Constant Omari ou d'Ahmad Ahmad ou même de Issa Hayatou qu'on évoque aujourd'hui, ne seront plus véritablement, entre guillemets, les vedettes de ce football africain-là. On va véritablement vers ça, ou alors, au mieux des cas, on ira peut-être vers une gouvernance à la mauritanienne avec le milliardaire Yahya, mais je pense que tel que les choses s'annoncent et tel que quand on voit le positionnement plus ou moins aujourd'hui du point de vue géostratégique de la FIFA et de certaines instances internationales, on comprend clairement que le choix est porté vers Motsepe qui peut justement venir permettre à la CAF pour une première fois depuis quand même une bonne trentaine d'années, d'être une CAF New Look. Et là, le New Look que j'utilise en anglais, je ne le fais pas par hasard. Alors, quel peut être aujourd'hui l'apport de Issa Hayatou, Pierre Tatou, dans justement dans cette transition, quelle peut être la carte que jouera Issa Hayatou selon vous quand vous analysez justement cette proposition de nomination? Il faut dire qu'il faut déjà reconnaître en Issa Hayatou l'esprit fédérateur. Vous voyez, c'est un monsieur qui a géré la CAF pendant pratiquement 30 ans et qui, à chaque fois, a dû lâcher un peu pour pouvoir avoir les gens autour de lui. Donc, il a su fédérer les hommes. Et aujourd'hui, on a besoin d'une CAF unifiée, en fait. Vous voyez un peu? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs clans qui s'opposent. Et vous avez aujourd'hui Issa Hayatou qui arrive en papa, qui va dire aux enfants, asseyez-vous, discutons et trouvons le moyen de sortir notre football de la crise. Donc, la seule perspective, suivez de ça comme ça, de sortir des crises, c'est justement cette façon de s'asseoir autour d'une table et de se dire, OK, on fait le gentleman agreement, on fait la paix des braves et on réussit ensemble à trouver des compromis pour pouvoir aller de l'avant. Et Issa Hayatou n'a pas été choisi au hasard, c'est la personne qui peut porter ce genre de projet. Et je pense que là, le COMEX, la CAF a très bien paré son coup et je pense que ça va se faire. André Onana pour ce genre de dirigeants que l'Afrique a besoin. On espère véritablement justement que cette proposition du comité exécutif de la CAF sera actée dans les plus brefs délais. On va rapidement tourner cette page Issa Hayatou pour aborder justement la deuxième question, ou du moins le deuxième sujet de cette édition. Ça discute racisme dans le sport. C'est juste après ce jingle. Voilà, ça discute racisme dans le sport. À quand la fin du match? On se souvient le match de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Istanbul Başakşehir qui se jouait mardi dernier a été interrompu pour des accusations de racisme visant un arbitre. Pierre-Achille Webo, assistant camerounais de l'entraîneur turc Okan Buruk, conteste la décision de l'arbitre. Il entend alors le roumain Sébastien Coltescu, le quatrième arbitre, le désigner comme le négru, le noir en roumain, juste avant que ce dernier ne lui inflige un carton rouge. Les joueurs des deux équipes ont donc décidé, ou du moins choisi, de quitter la pelouse, signe de protestation. Et le match a été arrêté à la 13e minute pour ne reprendre que le lendemain. Comment est-ce que nous allons comprendre cette situation? On va l'analyser avec notre confrère de TV5 Monde, François Kébé-Séguès. Match nul. Rarement un score n'a si bien résumé l'esprit d'une soirée de football. La rencontre musclée dès le départ dégénère à la 14e minute. Le banc turc réclame une plus lourde sanction après un tacle parisien. Dans la confusion, l'arbitre de la rencontre demande à son assistant d'où viennent les cris. Réponse, c'est ce gars, le noir. Le dialogue est en roumain, langue dans laquelle le mot noir se dit négro. Terme entendu notamment par la personne visée, victime en plus d'un carton rouge. Colère de ce dernier, colère de l'ensemble des joueurs turcs.
Aussitôt, les Parisiens demandent à leur tour des explications. Les joueurs décident alors de ne pas reprendre la rencontre et de rentrer au vestiaire. Dans les tribunes, un ancien du Paris Saint-Germain était aux premières loges. Moi, je veux bien que le quatrième arbitre indique enfin les joueurs, que le dirigeant, l'entraîneur adjoint doivent être expulsés, mais il y a une façon de décrire qui ne peut pas être la couleur de la peau. Le fait qu'on désigne quelqu'un par sa couleur, c'est pas ce qu'il faut faire. C'est un signal fort que les joueurs ont lancé, y compris aux instances du football. Avant de quitter le stade, Stambouliotes et Parisiens ont fait entendre leur voix sur les réseaux sociaux. Neymar a rappelé le slogan Black Lives Matter, tandis que Kylian Mbappé affichait son soutien à Pirachi Luebo. Côté turc, réaction au plus haut niveau. Le président Erdogan sur Twitter condamne les propos de l'arbitre et appelle à des sanctions. Les deux équipes se retrouveront ce soir sur le terrain pour la suite du match avec un nouvel effectif côté arbitre. Voilà, prenons à présent le vol pour Lyon, où nous attend au bout du fil Alexandre Gibrodo. Il est enseignant en management du sport, ancien élu de la ville de Lyon et préparateur physique de l'équipe camerounaise de volley-ball. Alex, bonjour. Comment se porte la ville de Lyon aujourd'hui? Bonjour à tous. Écoutez, ça va plutôt bien. Je suis ravi d'être avec vous. Je vous remercie pour l'invitation. Ici en France, vous savez, le contexte n'est pas des plus faciles. Voilà, nous sommes encore confinés et en attente de l'évolution de l'épidémie dans notre pays. Donc évidemment, le sport français pâtit logiquement de cette crise sanitaire. Voilà, le sport amateur notamment, avec une perte du nombre de licenciés qui est à prévoir, qui est déjà en cours mais qui est à prévoir, et sur lequel aujourd'hui les dirigeants ont peu de visibilité. Donc voilà un petit peu l'environnement sportif en France actuel pour le sport amateur notamment. Le sport professionnel, lui, s'en tire tant bien que mal avec cette baisse de rentrée d'argent qui induit évidemment une trésorerie moins importante, des budgets moins importants. Mais là, on est sur quelque chose qui est mondial, donc qui ne dépend pas que de nous. Voilà, nous abordons avec toi la question du racisme dans le sport de haut niveau aujourd'hui. Que penses-tu déjà de cette situation? Écoutez, le racisme, il n'a rien à faire ni dans le sport de haut niveau ni ailleurs. Hein. Ce n'est pas seulement dans le sport de haut niveau qu'on doit éliminer le racisme. Malheureusement, on le sait, l'être humain n'est pas toujours très intelligent, n'est pas toujours très ouvert sur les autres. Ce qu'on a pu voir encore une fois sur le match de Ligue des Champions vient montrer ça. Je crois que voilà, c'est notre rôle à toutes et à tous au quotidien d'éduquer les personnes sur cette lutte, parce que c'est une véritable lutte sur ce qu'on doit faire pour éviter que cela se reproduise. Honnêtement, voilà, je crois que tous on est assez démunis devant la bêtise humaine. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a une solution miracle. En tout cas, ce que nous avons vu ne doit plus se reproduire. Voilà, et on doit tout faire pour que ça ne se reproduise. Alors, l'incident lors de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Istanbul Başakşehir marque un tournant décisif justement du moins dans la lutte contre le racisme dans le football, car c'est la première fois, ou du moins la toute première fois, qu'un match est rejoué pour cause d'injures ou bien de propos racistes. Que perd globalement l'UEFA dans ce genre d'événement? L'UEFA et la FIFA sont perdantes sur toute la ligne. Voilà, je crois qu'ils ont un slogan qui est « non racisme ». D'accord, très bien, mais ça c'est de la communication, c'est la publicité. Maintenant, quand il y a un acte de racisme, comment vous réagissez? Voilà, on l'a vu, hein, ils ont mis 2 heures entre le moment où les faits se sont passés avant de prendre une décision et le moment où ils ont pris la décision d'annuler et d'arrêter le match. Ça veut dire qu'il n'y a rien de prévu dans les textes de la FIFA en cas de racisme. C'est assez dramatique. La FIFA s'achète finalement une conduite en ayant ces slogans-là, en soutenant des campagnes de publicité pour lutter contre le racisme.
Mais le jour où il y a un fait réel et qui est en plus diffusé à des millions de personnes, on n'a pas de réaction, en tout cas on met du temps à réagir. Donc voilà, ça montre un petit peu le manque de continuité entre les propos et les actes. Voilà, c'est bien dommage. En tout cas, l'UEFA, elle est perdante parce que ce match-là a été reporté. Elle est perdante parce que son image est égratignée. Et parce que l'institution est véritablement touchée au plus profond d'elle-même, parce que c'est un agent de l'UEFA, un arbitre, une personne qui est censée représenter l'autorité, qui est censée faire respecter les règles du jeu, qui est mise en cause. Alors, Alexandre, pour sortir rapidement de cette question, qu'est-ce que tu pourrais proposer véritablement en termes de solutions pour que ce genre d'incidents malheureux ne se reproduisent plus dans le football moderne surtout? Vous savez, les pistes de solutions, si quelqu'un les a, je veux bien les entendre. Il n'y en a pas énormément, des pistes de solutions. C'est de travailler sur l'éducation, travailler chez les plus jeunes. Aujourd'hui, c'est difficile de convaincre une personne qui a 30, 40, 50, 60 ans et qui a des propos racistes de ne pas les tenir. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est travailler sur les enfants, sur les futures générations. Alors, travailler sur les futures générations ne veut pas dire travailler sur le futur, c'est commencer à travailler maintenant. Mais épauler nos enseignants là-dessus, faire en sorte que ce fléau-là soit pas éradiqué, parce qu'on n'y arrivera pas, mais en tout cas soit atténué, soit moins visible, existe moins petit à petit. Voilà, c'est un travail de longue haleine, il faudra mettre des ressources importantes. J'espère que l'UEFA arrêtera de pondre des campagnes publicitaires, mais passera véritablement aux actes, en apportant peut-être des moyens en termes éducatifs dans les clubs. Je pense que c'est important d'avoir ces outils-là. L'éducateur sportif est une des personnes ressources pour un jeune aujourd'hui, à une époque où l'autorité fait véritablement défaut, que ce soit à l'école, dans les familles, au niveau des forces de l'ordre. Voilà, l'éducateur sportif est encore une des personnes qui est à l'écoute des enfants, et vu qu'il a cette écoute-là, il faut en profiter et faire en sorte que ce soit cette personne, cet éducateur sportif, qui soit le relais de valeurs éducatives que sont la lutte contre le racisme, contre l'homophobie, contre le machisme, contre le sexisme, contre tous ces dénigrements de personnes qui sont la xénophobie, tous ces dénigrements qui sont des véritables fléaux et sur lesquels il faut... Merci Alex, merci d'avoir répondu à nos questions. On espère qu'on se recontactera très bientôt. Je rappelle que tu es enseignant en management du sport et que tu es préparateur physique pour l'équipe nationale du Cameroun de volleyball. Alors on va revenir sur le plateau très rapidement, Pierre Tatou. Alors à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la suite dans cette histoire de racisme? On sait déjà que le carton rouge qui a été attribué à Pierre Webo a été suspendu par l'UEFA. Mais en termes de sanctions fortes, ou du moins de décisions fortes, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre véritablement? Écoutez, je pense que l'UEFA aujourd'hui, tout comme la FIFA, a pris un fort coup. Je ne vais pas utiliser les termes barbares, mais il a pris le coup où il fallait. Parce que aujourd'hui, l'UEFA a dû engager une double dépense pour faire rejouer le match le lendemain. Exactement. Et on sait tous ce que ça comporte comme perte au niveau de l'UEFA. Et on imagine aussi, en étant acteur du métier, que il va sans dire qu'il y aura un certain nombre de procès ou alors d'intentions de procès qui peuvent conduire à des arrangements à l'amiable avec X ou Y partenaires. Du coup, l'UEFA est forcée de prendre le taureau par les cornes et se dit il faudrait que ça cesse, il faudrait plus que ça arrive, parce qu'on a passé des années à faire des campagnes vaines qui n'ont forcément pas abouti à de grandes choses, parce que si aujourd'hui un quatrième arbitre, un officiel de l'UEFA se retrouve en train d'utiliser un terme pour désigner la couleur de quelqu'un au lieu de donner la qualité de la personne, le nom de la personne, se sont en train d'utiliser un terme qui renvoie à la couleur de la peau, alors qu'on sait tous, du moins pour ceux qui ont eu à vivre dans des pays
ou à forte connotation, alors il y a beaucoup plus de personnes de couleur, il faut vous dire qu'il y a des thèmes qu'on n'utilise pas. Il y a des thèmes qu'on n'utilise pas. Donc, du coup, je dis encore, l'UEFA va faire des bonnes choses, je suppose. Et je pense que l'arbitre là va en avoir pour si ce n'est pas une sanction à vie, une radiation à vie, je ne sais pas trop quelle serait la sanction qui va être affichée à cet arbitre, mais l'UEFA devra montrer de l'exemple. Devra servir de ce cas pour montrer de l'exemple, pour dire que, écoutez, on a mal, il faudrait que ça cesse. Vous voyez un peu. Et comme Alexandre a dit tout à l'heure dans son interview, c'est quand même pathétique qu'il n'y ait pas dans les règlements et autres et tout, des cas de racisme qui sont évoqués. En cas de racisme, qu'est-ce qu'on fait? Pourtant, il y a une grosse campagne d'autoracisme qui est lancée depuis des années. Les joueurs noirs ont crié, mais c'est quand même étonnant qu'on n'ait pas fait allusion à ça dans un texte de règlement. Là, j'apprends ça, là, et je sais pas, je me demande pourquoi ça n'existe pas. C'est pas le premier scandale pour Cotescu. On le sait, André Onana, c'est un ancien arbitre. Lorsqu'on vit ce genre de situation en tant qu'arbitre, toujours dans les scandales, et qui plus est un scandale sur le racisme, est-ce qu'on doit se limiter là véritablement en termes, peut-être ça vous concerne directement, mais en tant qu'institution du football qu'est l'UEFA, un arbitre qui a été dans 1, 2, 3 scandales, quand même, celui-ci, quand même, c'est la goutte d'eau qui aurait débordé. Je ne sais pas si véritablement la FIFA est coupable du comportement de cet arbitre. Parce que si on revient... Non, pas coupable, je dis, elle devrait quand même sévir, parce que jusqu'ici, on se souvient, on a déjà enlevé cet arbitre, il n'est plus arbitre indice UEFA, ou du moins FIFA, je ne sais pas trop. C'est déjà une sanction. Voilà. Non, c'était avant ça. C'est-à-dire qu'il ne pouvait plus diriger, c'était sa dernière rencontre qu'il devait diriger sur le plan de l'UEFA. C'est pour ça que je dis que l'UEFA a commencé à sanctionner. Ça ne concerne pas seulement l'UEFA, parce que la FIFA, je pense, à son article 4, alinéa 1, parle de la non-discrimination. Ni de peau, ni d'âge, ni de sexe. On ne doit pas désigner quelqu'un par sa couleur de peau. Ok, mais ça, c'est ce qui est écrit. C'est la FIFA. Moi, je dis que c'est une grosse campagne contre le racisme, mais qui vulgarise davantage le racisme. Parce que on se rend bien compte que les Noirs sont touchés par cette appellation négro. Ils sont vraiment touchés, ils sont atteints. Et je vous dis que ça se vit tous les jours. Moi, si je pouvais proposer quelque chose, c'est de pénaliser ce genre d'incident. C'est-à-dire que, comme c'est interdit de traiter quelqu'un ou alors d'appeler quelqu'un par la couleur de sa peau, si vous le faites, on vous parle d'emprisonnement. On vous dit par exemple que vous encourez 10 ans de prison ferme. Vous comprenez? Tant qu'on reste dans l'expectative, tant qu'on se dit on mène une campagne notre racisme, il y a des pays en Europe où on a du mal à voir un noir. Ça existe. L'UEFA, c'est ça. Malheureusement, on fait une petite campagne, on dit notre racisme. Tant qu'on ne va pas en réalité mettre le doigt dans la fourmilière et dire, bon, nous partons du volet extra-sportif. Est-ce que vous savez que si vous donnez un coup de poing à un arbitre sur un terrain, s'il vous porte plainte, ça devient un problème extra-sportif. Vous pouvez aller en prison parce que sur un terrain de jeu, vous avez donné un coup de poing. On lui avait craché dessus, par exemple. Justement, mais faites pareil avec ce genre de cas. On vous dit que le racisme est interdit dans le sport. Et puis quelqu'un se lève, il profère des propos racistes. Il faut qu'il aille répondre au niveau des tribunaux. Ça doit cesser d'être un problème sportif. La FIFA, l'UEFA a beaucoup d'argent. Vous pensez que faire rejoindre un match, d'accord, les droits télé et tout, mais le match s'est rejoué. Il y a assez d'argent. Moi, je trouve que la sanction n'est pas proportionnelle au slogan qui a été mis sur pied par la FIFA, notre racisme. Il faut arriver à sortir ce débat du sportif pour l'envoyer au pénal. Lorsque quelqu'un s'est rendu coupable de ce genre de comportement, on l'amène dans un tribunal.
parce que c'est interdit. Et on lui dit que monsieur, on va vous enfermer pour 5 ans. Regardez, imaginez les conséquences. Lui, il habite international, il se dit, oh, j'ai plus rien à gagner, donc je peux traiter quelqu'un de négro, il n'y a pas de souci. Mais les autres, il y a beaucoup qui ont à gagner et qui vont se dire, j'ai encore par exemple 5 ans au haut niveau. Si je me rends coupable de ce genre d'exaction, ma carrière prendra un coup et ma vie civile même prendra aussi un coup parce que je ne vais plus diriger les matchs, je serai même privé de liberté. Je suis convaincu qu'à partir de ce moment, on va pouvoir faire quelque chose contre le racisme. Francis Danguéné, on a eu la sortie de Vikash Dorasso, Vikash Dorasso qui disait, justement après cet acte de racisme, qu'il faudrait aller vraiment frapper le point là où il le faut. Tout à fait. Parce que de moins en moins, on voit des joueurs, ou du moins des personnes de couleur dans l'administration du football. Ouais. On n'en voit pas comme sur les bancs de touche depuis Pablo. On n'en voit pas sur les bancs de touche. Le dernier pour le championnat français, par exemple, a été limogé il y a quelques jours, c'était Patrice Vieira. On en voit Patrice Vieira, voilà, Patrice Vieira, l'entraîneur de l'OGC Nice. On n'en voit pas véritablement, on n'en voit pas dans le football de haut niveau des arbitres de couleur. Ouais. Il demandait véritablement justement que l'UEFA et la FIFA puissent agir dans ce sens parce que on parle de racisme, mais c'est plus dans l'administration. Il demandait de regarder vers les tribunes et moins vers les aires de jeu. Tout à fait, et c'est clair. Déjà, il faut rappeler une chose, c'est que la FIFA n'a fait aucune, j'insiste sur aucune sortie pour condamner cet incident. La FIFA a fait 7 tweets, je me rappelle, sur cette soirée. Donc, la plupart des tweets parlaient du match entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Elle a également eu à faire quelques tweets totalement inutiles sur les matchs de Champions League, mais elle n'a fait aucun tweet sur cet incident-là. Et ce qui démontre à quel point on n'en a presque rien à foutre au niveau des administrations. Pourquoi est-ce que c'est important de le dire? Il faut dire que les deux arbitres, l'arbitre central et l'arbitre, le quatrième arbitre, M. Sébastien Coltescu, avait déjà des antécédents dans ce sens-là. Déjà pour le cas de l'arbitre central, il faut dire que il y a des joueurs qui ont fait des témoignages où ils disent que lors du match du championnat roumain, notamment des matchs de Cluj, il y a eu des cris racistes. Du Steaua Bucarest. Il y a eu des cris racistes. Et on a interpellé l'arbitre, il a dit non, ce ne sont pas des cris racistes, ce sont des cris des chiens, parce qu'en fait, l'équipe adverse, son surnom, c'est chien. Et il n'a rien fait, il n'a pas réagi. Pour le cas de M. Coltescu, il faut dire que c'est un monsieur qui a essayé de se suicider 2 fois. Donc, quand vous avez un monsieur comme ça, c'est un arbitre qui est totalement insipide, qui n'a jamais réussi à faire mieux que dans le championnat roumain. On s'est posé beaucoup de questions. Comment il a fait pour se retrouver à ce niveau-là? D'ailleurs, il faut rappeler que lorsque l'incident est arrivé, c'est l'association des arbitres de Roumanie qui a fait la première sortie pour dire ce monsieur, on ne sait même pas comment il s'est retrouvé là-bas. C'est l'un des pieds arbitres que nous avons dans notre championnat. Donc, comment il fait pour se retrouver là-bas? Le président de la Roumanie a fait une sortie, le ministre des Sports a fait une sortie, le président de la fédération roumaine est sorti pour dire mais nous, on peut pas s'associer à ce type de personnage. Mais si lui, il était autant rejeté, autant craché dans son pays, comment l'UEFA a fait pour ne pas s'en rendre compte? C'est pour cela que je dis, j'ai la chance d'avoir à mes côtés un ancien arbitre. Il y a des tests physiques qui sont généralement passés aux arbitres. Mais à quand les tests mentaux et psychologiques également? Parce qu'un arbitre comme celui-ci, qui a tenté de se suicider, qui a des problèmes psychologiques, des problèmes mentaux, comment il fait pour se retrouver dans une situation de haute pression comme celle de la Champions League, dans un match aussi important qu'un match de Champions League? Pourquoi? Parce que justement le suivi et l'évolution, et ça rejoint rapidement Dorasso quand il dit oui, il faut tirer sur les stades, oui, il faut mettre en prison, comme le disait tout à l'heure André, mais après il faut aussi que l'administration, la gouvernance du sport, et c'est d'ailleurs pour ça que nous en parlons dans le cadre de cette émission, prennent à bras le corps ce problème, se demander ok, qu'est-ce qu'on en fait désormais? On parlait tout à l'heure du cas des entraîneurs. Il faut dire que ce n'est pas par hasard si Achille Webo est interloqué. C'est l'un des rares, c'est peut-être même l'un des seuls pour l'instant, l'un des rares, ils sont pas nombreux, à occuper un poste d'entraîneur adjoint dans une équipe de première division en Europe.
Il y a lui, si on veut parler en termes d'Africains, ils ne sont que deux. Il y a lui, un autre Camerounais également qui est Albert Méonzé, qui est l'entraîneur du Vitória Setúbal. Ils ne sont pas nombreux. Et c'est parce qu'on sait qu'ils ne sont pas nombreux, on veut les déstabiliser, on veut les attaquer. Vous avez parlé tout à l'heure du licenciement de Patrick Vieira qui est passé totalement incognito. Personne n'en a parlé parce qu'on s'en fout. On se dit c'est le noir de service qui vient d'être viré. Et c'est ça, c'est ce qu'il faut pouvoir combattre aujourd'hui. Et le combat que mène Dorasso est louable. D'ailleurs, ça va en droite ligne avec un combat que mène aussi un de ses coéquipiers de l'époque, justement Olivier Dacour, qui a fait un documentaire où Samuel Eto'o disait déjà, prévoyait déjà, prophétisait même déjà à la limite ce qui s'est passé en disant si on décide de sortir des stades, ça va toucher le portefeuille de l'UEFA. Et si l'UEFA sent son portefeuille touché, eh bien il y a un truc qui va être fait. Et c'est ce qui a été fait. Je ressors pas un élément aussi important que j'ai oublié tout à l'heure, c'est qu'après l'incident, l'UEFA a décidé d'envoyer cet habit dans le bus du VAR. C'est-à-dire que vous avez un monsieur qui vient insulter un entraîneur sur le stade et qui vient d'avoir des propos racistes, et l'UEFA, pour le sanctionner, puisqu'André André parlait de sanctions, décide de faire de lui l'arbitre du VAR. C'est-à-dire que celui qui doit décider, lorsqu'un noir va rater un but au stade, c'est celui qui doit décider si oui ou non cette action-là est jugée bonne ou mauvaise. Et c'est ça aujourd'hui. Il faudrait que les uns et les autres puissent être interpellés sur cela. André? Non, c'était une mesure conservatoire. C'est-à-dire que l'arbitre vient... Il ne peut plus rester sur la pelouse. Il ne peut plus rester sur la pelouse. Et comme il faut bien évidemment un quatrième arbitre, on n'en a que 6. Il participe au jeu. Non, on est d'accord, mais il n'y en avait que 6 dans le... Sa culpabilité n'est pas encore établie. Vraiment, on doit visionner. Il faut que le match reprenne et les joueurs n'en veulent plus. On le renvoie dans le car. Et même, puis, je voudrais dire aussi autre chose. D'accord, la FIFA va prendre quelle responsabilité? Lorsqu'un arbitre dans un championnat vous dites qu'il y a des cris racistes. Si vous, les joueurs, vous avez entendu les cris, vous arrêtez de jouer. Aucun arbitre ne va vous obliger à jouer, comme ça s'est passé récemment. Donc si un arbitre ne prend pas sa responsabilité, que les joueurs prennent leur responsabilité. Et puis il faut dire qu'au niveau des institutions, c'est de bonne guerre. Vraiment, n'attendons pas que les Européens, les Blancs, qu'on soit... Bon, on ne va pas dire les Blancs, mais les Européens pour éviter de faire les mêmes erreurs que Colcescu. Écoutez, non, il faut être vrai. Moi, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut être vrai. On fait des choses par solidarité, pas parce qu'à l'intérieur, je vous dis que beaucoup de Blancs sont racistes. Beaucoup ne le sont pas aussi. Ça, il faut le dire. Mais je pense que ce qui est en train de se passer actuellement, moi, renforce le noir que je suis, fier de l'être. Dites-moi négro, moi je m'en fous. Dites-moi négro, si je peux toucher là où ça va vous blesser, je vais le faire. Donc on sait qu'effectivement il suffit de dire à un négro qu'il est négro et puis c'est fini. Moi j'ai suivi le reportage d'un Camerounais, Alphonse Tchani, qui est passé dans une chaîne que je préfère ne pas citer, qui disait que Diego Armando l'appelait le négro. Oui, mais même les matchs à Boca Juniors, généralement le reportage, parce que moi je parle espagnol, le reportage en espagnol, le journaliste disait toujours le noir, jusqu'à ce qu'il marque le but, et dit le but du noir, et puis il va embrasser Maradona. Pour Tchani, c'était une motivation. Le noir là va montrer qu'il est capable de marquer les buts, et ceux qui l'appellent noir se lèvent et se mettent à scander. Vous comprenez un peu? Je crois que pour moi c'est la meilleure réponse. Pierre Tatou, pour sortir très rapidement, est-ce que véritablement la décision des joueurs, c'était pas celle qu'il fallait depuis, abandonner les pelouses et dire nous on ne joue plus tant qu'on n'a pas plus de considération? En fait, Steve, je l'ai dit à ma première parole sur ce sujet, c'est plus il faut comprendre que c'est plus une histoire de culture. Vous voyez un peu, parce qu'en Afrique les Européens qui arrivent par façon minoritaire dans certains pays. Et on va dire, ah non, le blanc des Inga. Nous, on a même un terme, on appelle la Tangana, c'est-à-dire pour dire que c'est un blanc qui s'est déjà adapté au contexte africain. Vous voyez, et puis ça passe comme si c'était normal en fait. Vous voyez, mais quand vous vous retrouvez dans une faculté, comme nous à une époque, on se retrouvait dans des facultés où vous étiez. Vous êtes peut-être le seul où vous êtes deux noirs et vous avez pas mal de blancs autour, entre guillemets. Et quelqu'un vous dit, mais qu'est-ce que vous faites chez nous, quoi? Vous voyez? Qu'est-ce que vous faites chez nous? Le N-word est utilisé et tout. Et là, ça commence à être problématique.
Vous comprenez un peu? Alors, ce qui se passe, c'est que au-delà des habitudes, au-delà des sociétés, au-delà de tout ce qui peut renvoyer à une certaine éducation, dans un monde civilisé, parce que le monde professionnel, c'est un monde civilisé, donc le professionnel doit faire attention aux sensibilités des uns et des autres. Ça veut dire, au quartier, au bar, ça passe facilement. Vous allez voir dans un bar aux États-Unis, deux noirs qui vont se crier « Yo, yo, what's up, negro ?» Mais vous n'allez jamais voir LeBron James appeler Charles Barkley à la télévision de la même façon. Vous comprenez un peu? Donc, il faut comprendre que là, on parle du monde professionnel. Et chez les professionnels, on fait attention aux sensibilités. Du coup, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec André qui dit que ça allait banal. Non. Il faut faire attention quand on est à un certain niveau. C'est également des facteurs de déstabilisation à un moment donné. Justement, quand on est à un certain niveau, quand on est à un niveau de vitrine, il y a des thèmes qu'on ne doit pas utiliser. OK? Je dis bien encore, ça paraît banal dans certaines sociétés, ça passe comme ça, comme une lettre à la poste, mais à un certain niveau de vitrine, il y a des thèmes qu'on n'utilise pas et c'est ça qui fait problème aujourd'hui. Alors on espère très rapidement que cette question de racisme sera résolue pour le bien du sport et du football de haut niveau. On va rapidement tourner cette page et revenir dans la troisième partie qui ne va pas mettre très long pour parler du focus et notamment le Women Afro Basket 2021 qui devrait en toute logique se jouer au Cameroun dans les mois à venir. À tout de suite. Voilà, de retour donc sur ce plateau, on va parler justement de Women Afro Basket 2021. Le Cameroun sera-t-il pays organisateur? Le championnat d'Afrique féminin de basketball est la compétition opposant les sélections nationales féminines des différents pays africains. Elle a lieu donc tous les 2 ans et est organisée par la FIBA Afrique. En plus de l'attribution du titre de champion d'Afrique pour le vainqueur, le championnat d'Afrique sert généralement de qualification soit pour les Jeux Olympiques, soit pour les Championnats du Monde. Pour la prochaine édition qui se tiendra en septembre 2021, le Cameroun est pressenti pour l'organisation. Quels sont les enjeux? On en parle avec Yves Thiala en direct de Yaoundé. Il est président de la Ligue régionale de basketball du centre. Bonjour, bonjour président. Le Cameroun pourrait-il abriter cette compétition d'afro-basket féminine au vu du contexte actuel, notamment avec la crise du coronavirus? Bonjour. Alors, est-ce que le Cameroun pourrait abriter l'afro-basket féminin? Je dis oui, parce que ce serait vers les septembre. On aura accueilli déjà le CHAN au Cameroun en janvier. Ça sera après les Jeux Olympiques et aussi après l'afro-basket masculin. Donc, je pense qu'un certain nombre de choses se seront passées et qu'il y aura eu une belle évolution par rapport à la pandémie. Avec toutes les mesures prises par les organisateurs d'événements, je suis optimiste. Je pense qu'il y aura eu d'ici là une décrispation quelque part et que ça sera véritablement dans l'ordre des possibilités. Donc oui, on peut le faire. Et aussi, on a eu à démontrer qu'on pouvait organiser une compétition dans des conditions pareilles, puisque nous avons eu l'insigne honneur d'abriter ici les préqualifications pour le compte du Tchad qui comportait 3 pays à une période assez complexe, hein, une des premières compétitions de FIBA après l'interruption de mars, et nous l'avons réalisé avec brio. Voilà, même si ce n'est pas encore confirmé, même si ce n'est pas encore acté, on attend encore la décision des autorités camerounaises. Qu'est-ce qu'un afro-basket, une compétition d'afro-basket féminin au Cameroun, qu'est-ce que ça peut représenter selon vous? Ce serait magnifique qu'on puisse l'organiser, Ghislain, parce que déjà sur le plan
touristique, on va dire du tourisme sportif, de l'image de marque du pays, ce serait quelque chose d'extraordinaire. Ça voudrait dire que le Cameroun devient une véritable destination d'événements sportifs et ça c'est très très important. Je pense que l'exercice 2021 sera assez difficile pour beaucoup de secteurs d'activité et un tel événement, c'est une bouffée d'oxygène, certainement pour les secteurs de transport, de l'hôtellerie, etc. Donc, organiser un tel événement, ce serait bénéfique pour tous ces secteurs sur le plan économique. En plus, sur le plan sportif, ce serait exceptionnel pour la promotion du basketball et du sport camerounais en général. Nous avons encore les effets de remanence de l'Afro 2015 qui avait été un véritable succès populaire. Donc rien de tel qu'un événement pareil pour booster véritablement la pratique du basketball en général et du basketball féminin en particulier. Alors pour sortir rapidement, Yves Tchala, quel regard portez-vous sur l'évolution justement du basketball féminin au Cameroun? Le basketball féminin a connu quelques problèmes parce que nous n'avons pas su profiter justement de l'effet de l'Afro-Basket 2015 et nous avons plutôt plongé un peu si on regarde 2017-2019 où on a eu notre plus mauvais classement. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites et donc ceci explique un peu cela. Mais aujourd'hui, avec le travail qui est effectué par certaines académies et certains entraîneurs, on a une belle génération qui se prépare avec des U18 qui ont brillé lors des U18, des U17 Skills pour la Coupe du Monde où elles se sont qualifiées. Malheureusement, elles ont manqué l'Afro-Basket U18 du Caire qui aurait été un bon baromètre. Cependant, nous avons tout pour reconstruire une très belle équipe pour un challenge comme celui-là à domicile. Déjà, on a quelques anciennes de 2015 qui sont toujours au top niveau. Entre-temps, on a des joueuses qui ont émergé à un très bon niveau et qui peuvent avoir ce challenge-là de venir livrer une compétition à domicile. Et avec une telle équipe, pourquoi ne pas viser le dernier carré? Merci Yves Tchala. Je rappelle que vous êtes le président de la Ligue régionale de basketball pour le centre. Alors très rapidement, un tour de table sur ce plateau. Une seule question, que pensez-vous de cette compétition et quelle peut être la plus-value pour le Cameroun, Pierre Tatou? Ben écoutez, le Cameroun est un très grand pays du sport. Toute compétition à caractère international qui sera abritée au Cameroun ne peut que faire du bien au Cameroun. Aujourd'hui, nous avons les infrastructures pour accueillir une très belle compétition. Nous avons le savoir-faire, le know-how, et puis voilà, c'est tout bénéf le tourisme camerounais. André? Pierre Tatou l'a si bien dit, et puis je pense que ce n'est pas la première compétition de cette nature que nous allons organiser. On a déjà organisé ce genre de compétition. Du coup, je crois que il faut seulement relever le niveau pour qu'on fasse mieux que ce qui s'est passé la dernière fois. Francis Anguéné pour sortir rapidement. Oui, il faut dire que le Cameroun aujourd'hui est considéré à l'horizon 2023 comme la première destination sportive en Afrique au sud du Sahara. Ça va davantage se confirmer avec des compétitions de cette ampleur-là. Il faut dire qu'aujourd'hui, il y a un gymnase. Du côté de Japoma, vous avez un gymnase du Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Il y aura également un gymnase du côté d'Olembe. Il y a un certain foisonnement voilà. Mais déjà, quoi qu'il arrive, il y a au moins 2 gymnases sont déjà prêts avant septembre. Et 2 gymnases, c'est largement suffisant pour une compétition comme celle-ci. Donc bravo, si jamais le Cameroun organise. À défaut, ce ne sera que partie remise. Merci. En tout cas, on espère que pour cette fois, le Cameroun gagnera une compétition qu'elle organisera en thème. On le sait, on a échoué chaque fois avec le football. On espère qu'avec le basket, ça se fera. Ça s'est déjà fait avec le volleyball féminin. On nous souhaite que bonne chance à la Fédération camerounaise de basketball. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à nos 3 panélistes d'être venus sur ce plateau. Merci à toute la régie de nous avoir assistés une fois de plus. On se retrouve la semaine prochaine, si Dieu le veut, avec le même plaisir. Au revoir.